David Zucker, Trumpiste. Nouvellement Trumpiste. À l'époque, à l'origine, démocrate et écolo. Ouais. Oui. Et après, il y a eu le 11 septembre. Waouh. Terrible Ouais, c'est histoire. vrai. Hein. C'est vrai que le 11 septembre, c'est quand C'est même pour ça un qu'après, il a moment- fait le Christmas Carol, ce merveilleux film où... Un American Carol, c'était. C'est Ah, un j'ai pas merveilleux vu. film où il parodie Scrooge avec Michael Moore qui fait que bouffer pendant tout le film, quoi. Ah oui. Et où Hollywood, en fait, Hollywood est devenu islamisé et à côté des lettres de Hollywood, il y a un minaret. Voilà. Bah ça s'entend, moi je suis totalement d'accord. Allez, jingle. Sans Michel Houellebecq. C'est vrai, David Zucker. Ah, bah c'est ça le pré-roll. David Zucker, Michel Houellebecq, même combat. Jingle. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge, l'épisode 54, je plaisante. On rigole déjà d'entrée, on se marre. C'est l'absurde, c'est Naked Gun, je plaisante. Nous sommes ce soir, je suis Florian Hepp. Je suis accompagné de l'éternel Guillaume Petit, Moi-même. le Gap. Bonjour. Le Gap. Bonjour à tous. Bonsoir, alors qu'on enregistre d'ailleurs. C'est vrai que ce soir nous testons parce que nous sommes en phase test jusqu'à septembre de ce podcast cinéma. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Les vrais épisodes arrivent bientôt. Vrai épisode. Et ce soir nous testons de nouveaux micros dans un premier temps et nous testons l'enregistrement de nuit. Ouais, là, il y a beaucoup de tests d'un coup. là, Voilà, c'est beaucoup de tests. Et le premier test vient notamment, puisqu'il est là ce soir, notre invité, enfin c'est pas notre invité, mais en tout cas celui qui va partager avec nous le microphone du drapeau rouge vif, c'est Tanguy Bosselli. Est-ce que je peux te... Oui, Je peux Oui, Tanguy tu peux. Bonjour. Bonsoir. Bonjour à tous. Mais c'est... Bonjour Florian, bonjour Guillaume. Bonsoir. Voilà. Mais c'est un grand plaisir de te voir. Sache que la première fois que je t'ai parlé de faire un podcast cinéma, c'était il y a 3 ans, je crois. Oui. Mais oui, on avait Et parlé. oui, il ne faut pas lâcher, je n'oublie pas. On avait Je parlé n'oublie à- pas. Voilà. Tu pourras raconter ça sur des podcasts de développement personnel. Tout à fait. Voilà, ne tout rien à lâcher. fait. On en avait parlé à Bercy, je me souviens. On en avait parlé à Bercy avant. Bercy. Après un Bogdanovich. Paper Après la Moon, barbe à oui, papa. Paper Tout Moon. à fait. Oh là Paper là. Moon, super film d'ailleurs. Excellent. C'était top. Et aujourd'hui, nous sommes enfin réunis autour de microphones pour parler de Péloche, parler de 7e art, de cet art qui nous rassemble tous, que nous aimons tous à la folie. Sauf certaines personnes. Une est autour de la table. Non. Devinez. Il y a quelqu'un qui fait semblant depuis le début. Ce serait fou. Non, non, je t'imagines parle de. Genre, on déteste le cinéma. Enfin, un de nous deux déteste le cinéma. Oui. C'est incroyable. Ce serait dingue, t'imagines, on fait semblant et en fait on déteste ça. C'est un calvaire, ce podcast. Mais Vous voyez aujourd'hui, les films que vous faites regarder, moi je voulais juste voir les 4 Fantastiques à la base. c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est pas les 4 fantastiques, c'est C'est mieux Ah, que ça. je voulais faire une blague avec les 7 de Chicago pour un rapport à Punishment Park, mais je n'ai pas le bagage malheureusement. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 films qui sont, on peut dire, à l'opposé du spectre cinématographique pour vous montrer à quel point on l'aime ce 7e art et on en aime toutes ses coutures. Mm. On va parler du remake, legacy, sequel, suite. Oui. C'est une suite. C'est une suite. Tout de Oui, suite. c'est une suite totalement vu le début. Y a-t-il un flic pour sauver le monde, a.k.a. The Naked Gun de Akiva Schaffer avec ce bon Liam Neeson et Pamela Anderson qu'on embrasse tous les deux, qui sont en couple depuis le tournage. Oui. Oui, c'est Enfin, vrai. un peu. Ah ouais. J'essaye un peu de Ouais, c'est racoler vrai. un maximum de gens là. S'il y a des, Ah, des mais là, gens. Ok. Ah, tu l'apprends? Ah, je l'apprends. Bah oui, bah sache que Liam Neeson a perdu sa femme il y a, J'apprends cette une news. dizaine d'années, ouais. il y a une dizaine d'années et il a retrouvé l'amour avec Pamela Anderson. Il y croit à nouveau. Voilà. C'était le point Jordan Deluxe. Comme Exactement. Ça, on pourra passer à autre chose. On embrasse Jordan Bon, Deluxe. Liam, combien tu gagnes par mois? On embrasse Jordan Deluxe, toujours en train de pleurer sûrement de la fin de C8. Bien sûr, sûr. il sera notre invité dans la semaine prochaine pour parler de Alpha. Et de Y a-t-il un pilote dans l'avion en hommage à son jet? Tout à fait. Et dans un second temps, nous parlerons de Punishment Park de Peter Watkins. Qui est, voilà. Tout autre chose. Voilà, Tout autre voilà, on chose. va opérer un virage à 180 degrés, mais c'est ce qu'on va faire ce soir, ça va être Comme super. l'avion. Oui, Le thème de l'émission, c'est du rire aux larmes, je crois. c'est ça. C'est le titre du rire aux larmes. Commençons par le rire, si vous le voulez bien. Oui. Petit apéritif. Donc Naked Gun de Akiva Schaffer. Akiva Schaffer, déjà pour mettre un petit contexte, c'est un membre des Lonely Island.
qui est donc composé de Andy Samberg et l'autre il a un nom Jorma Tacon. Jorma Tacon, Ouais. bien sûr, qui est très très drôle. Il est d'ailleurs, j'ai vu dans le générique consultant de Oui. ce film. Et il fait un caméo avec Andy Samberg dans le film. Les deux font des voix à des moments dans le film. Ah ok, Ouais. parce que je me suis dit, je regrettais justement de ne pas les avoir vus Non, dans le ils film. sont- mais ok, Ils sont un peu derrière quand même. ok, d'accord, bon, ça fait plaisir. Et donc Akiva Schaffer qui avait réalisé notamment Popstar aussi, qui était incroyable en vrai. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas vu, mais C'est super, c'est J'en très ai très entendu drôle. Ouais, parler en bien. c'est très très bien, mais je préfère son premier Hot Rod. Hot Rod qui est avec, super aussi. Avec ouais. Andy Samberg et Jorma Tacon d'ailleurs. Ouais. Et Bill Hader aussi. Et Bill Hader, tout à fait. Le Et- roi. Oui. Le roi Bill Hader. Et après, il avait fait un film au milieu qui était pas terrible, qui s'appelait Voisin du troisième type, avec Ben Mais Stiller et John Hill j'allais et en tout. parler. Moi, j'ai quand même un peu de... J'ai un peu de tendresse pour ce film, j'avoue. Parce que il est sorti à l'époque où j'étais vraiment à fond dans les comédies US débiles. Je regardais tout. En plus, là, il y avait... c'était Vince Vaughn, Jonah Hill... Et Richard tout ça. Ayoade aussi. Richard Ayoade aussi, Ouais. qui est super dedans. Et du coup, j'avoue que j'ai une petite tendresse quand même pour le film. J'avoue que il est pas fou, mais il y a quand même des scènes qui m'ont pas mal marqué, je trouve assez drôle. Et il a fait aussi Chip and Dale, là, récemment, son dernier film, qui était un film d'animation. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est l'adaptation des Rangers du Risque, je crois, de Tic et Tac. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai pas vu pour le coup. C'est ça. Moi, je l'ai vu et j'ai trouvé ça pas fou, mais il y a quand même. Je trouve que il arrive quand même à toujours tirer un peu de comédie. Il arrive toujours à créer des scènes un peu drôles, même dans ses films les moins bons. Donc, tu parlais de Voisin du troisième type et du coup même dans Chip and Dale. Ça reste toujours un peu agréable. Il y a toujours une envie quand même de. Pardon. Une envie quand même de... Il y a une envie de créer de la comédie et de faire d'aller toujours plus loin. C'est une comédie qui est très référencée. C'est une comédie qu'on pourrait rapprocher de celle des comédies de Judd Apatow, enfin en tout cas produites par Judd Apatow, qui sont un peu dans la même veine, je trouve, notamment quand j'ai revu Hot Rod. Bon, déjà, ils partagent beaucoup de comédiens, notamment Bill Hader, mais il y a aussi Danny McBride. Danny McBride, Ouais. qui est aussi exceptionnel dans le film. Et c'était intéressant de parler de ce film qui en soi est une comédie, on pourrait au premier abord une comédie, une énième suite d'une énième licence. Mais je trouve que c'était intéressant parce que c'est quelque chose au final qui se fait vraiment de moins en moins dans le cinéma actuel, encore plus dans le cinéma américain, même français au final. Oui, Je trouve mais qu'il pareil. y a quand même de moins en moins de comédies qui sortent en France qu'à une époque. Et je trouvais ça intéressant, vu que, en plus, personnellement, moi, je suis rentré dans le cinéma, enfin, dans la cinéphilie, en tout cas, par la comédie. Donc, c'est un genre auquel je suis très, très attaché. Et donc, ça m'intéressait de voir ce qui allait se passer, parce qu'il y a beaucoup aussi, notamment David Zucker, qui est le réal originel de Y a-t-il un flic, de Y a-t-il un pilote dans l'avion, etc., qui disait souvent qu'il y avait un discours un peu... Aujourd'hui, on pourrait plus faire ces films-là. J'ai lu une interview récente où il dit ah oui, on pourrait refaire Y a-t-il un pilote, mais il y aurait aucune blague dedans. Super. Merci David. Parce que Super take. oui, parce qu'on ne peut plus rien dire, etc. On ne faut Oui. pas vexer les gens, machin. C'était mieux avant. Voilà. Je sais pas Avant ce qu'il tous ces woke là. exactement. On est au Kistan ou quoi là en fait? Et je sais pas ce qu'il en a. Je sais pas s'il a réagi sur la sortie de ce film. J'ai pas vu, je vous avoue. J'ai un peu je sais cherché tout à l'heure. J'ai pas trouvé de réaction. Je sais pas si vous avez vu des trucs. Non. Pas du tout. Mais ouais, il en a pas beaucoup parlé. Mais donc c'était intéressant. Et en plus, il y avait pas mal de bons retours. Donc je me suis dit, est-ce qu'on est sur un retour de la comédie américaine absurde au cinéma? Est-ce que, je sais pas, Tanguy, si tu veux te lancer, toi ton rapport aussi à la comédie, je te lance dans l'océan, dans le grand bain. Je sais pas si comme toi, je suis rentré dans la cinéphilie par la comédie. En tout cas, c'est quelque chose qui a toujours été important, je pense, dans mon parcours de vie, même en général, au-delà même du cinéma. Je sais pas trop, mais par contre, sur les dernières années de comédie américaine que j'ai pu regarder, je me suis rendu compte que Akiva Schaffer était toujours un peu à l'intersection de tous les grands auteurs américains qu'on a aujourd'hui.
Le plus simple, c'est carrément de partir de son premier film, donc Hot Rod, où dans le film, on parlait du casting, donc Bill Hader, Andy Samberg, Jean Matacone. On peut rajouter Fred Armisen, qui joue un commentateur à la fin du film. Il y a pas Fred Armisen, Chris Parnell, pardon, qui fait le commentateur à la fin du film. Et, et le film est produit par Lorne Michaels, qui en fait est le producteur du Saturday Night Live, et que tous ces gens viennent du SNL. C'est très SNL, ouais, et aussi. Le Lonely Island sont les créateurs d'un format dans le SNL qui s'appelle le Digital Short, des espèces de clips parodiques. Voilà, les clips de The Lonely Island sont à la base des Digital Short pour le Saturday Night Live. Et dans le même temps, Hot Rod est coécrit par Pam Brady, qui est l'une des consultantes au scénario de plusieurs saisons de South Park. Ouais. Donc il y a déjà une espèce de forme d'intersection de plusieurs types de comédies à l'intérieur. Donc il y a des trucs très goofy. Il y a des scènes d'un malaise assez perceptible. Si vous avez vu Hot Rod, la scène de la cloche, qui est un truc d'une longueur, mais qui a hurlé de rire. Et c'est toujours un peu pareil. Popstar est produit par Judd Apatow également. Et là, dans The Naked Gun, le film est chapeauté par Schaffer, mais Seth aussi MacFarlane, produit par Seth MacFarlane, par sa boîte de prod. Ça sent beaucoup, je trouve. Et ça se sent dans le film. Il y a beaucoup de références pop culturelles qui, je trouve, pourraient sortir d'un épisode de Family Guy. Ouais, totalement. Ouais. Donc la vanne sur Buffy. Avec Thibaut, qui est une vanne que je trouve extraordinairement drôle et qui est très précise en plus, c'est ça qui est génial. Il y a beaucoup de blagues précises d'ailleurs dans ce film. Ouais, c'est ça qui est assez drôle. Et il y a des blagues d'ailleurs dans le film, en VF je sais pas ce que ça vaut, mais en VO il y a des trucs qui sont vraiment purement américains. Il y a une vanne sur la NFL, c'est celle-là, si vous suivez pas, elle est pas évidente. Ouais, en plus j'avais vu cette scène, il l'avait sorti en trailer pour la promo du film, donc je l'avais déjà vu. Et là, du coup, je me suis concentré parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais comment ils vont traduire cette. Ils n'y sont pas arrivés du tout. Ils ont abandonné la blague. Ils ont fait comme s'il n'y avait pas de blague dans les sous-titres. Genre, ils n'ont pas cherché. Mais en même temps, c'est impossible. Quand Liam Neeson parle de sa femme décédée et que Pamela Anderson dit Oh, she's a saint, et l'autre lui répond Yeah, oh, Bronco. Waouh, putain, et puis même le jeu de mots, elle lui dit How did she pass? Donc en anglais ça veut dire comment est-elle décédée, mais en même temps il y a un jeu de mots avec pass, comment elle passait, lui dit t'es plutôt bonne passeuse. Yes, Hail Mary. Voilà. C'est vrai que à traduire ça a dû être très étant donné le nombre de jeux de mots à la seconde. Oui, il y a beaucoup de jeux de mots aussi. C'est clair. C'est assez clair. Ouais, mais et le côté Seth MacFarlane aussi, tu parlais d'intersectionnalité. L'intersectionnalité dans la comédie est-elle possible? Mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué dans le film aussi, aux premiers abords, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi absurde. J'ai revu le premier Naked Gun il y a pas longtemps, et je me suis dit, est-ce que dans la suite du coup qui va sortir maintenant, parce qu'on dit souvent est-ce que ça a bien vieilli, mal vieilli, etc. Moi je trouve que le bon côté de l'absurde, c'est que ça vieillit très peu, parce qu'un mec qui glisse sur une peau de banane, c'est rigolo dans les années 40, dans les années 60 et aujourd'hui, quoi, ça fait toujours rire. Et du coup j'avais peur que il transforme un petit peu le film avec l'humour d'aujourd'hui, des trucs un petit peu plus second degré, mais ça reste quand même très très absurde. Il y a beaucoup même d'humour très slapstick, très... Enfin voilà, il y a un moment donné où Liam Neeson se bat avec... la toute première blague du film, qui est en fait... Il y a une petite fille qui rentre pendant un braquage de banque, et la petite fille enlève un masque, et en fait c'est Liam Neeson qui est en dessous, quoi. C'est déguisé en petite fille. Ouais. Donc déjà, t'es lancé dans le seconde 1, tu sais que le film ça va être du grand n'importe quoi tout le long, et ça m'a beaucoup plu. Parce que je trouve qu'effectivement, au cinéma, en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comédie qui tentait autant de blagues, en fait, tout simplement, quoi. Oui. Et premier degré, quoi, qui se cache pas derrière derrière un espèce de second degré, un espèce de recul des personnages. Ça y va à fond, quoi. Ça met les deux pieds dans le plat tout le temps. On parlait de la scène de NFL, ça tente des jeux de mots pourris, ça les tire en longueur sur des scènes entières. Enfin, le bonhomme de neige pendant le flashback. Ça, c'est ma séquence préférée. Ouais. Et c'est très Seth MacFarlane, ça aussi. C'est très. Ça aurait pu être une blague de Ted. Mais il y a plein de blagues tirées en longueur comme ça, ou de fil rouge. Il y a la blague du café aussi. Oui. Qui revient. C'est super. et je trouve que l'absurde, ou en tout cas le côté parodique, sied bien finalement à Seth MacFarlane, parce qu'il a un humour très épisodique. Ouais. C'est-à-dire qu'une vanne dans les Griffins peut s'arrêter à l'instant même où elle commence. Et après, on passe à totalement autre chose. Ce qui fait un peu le sel des Griffins aussi.
Mais je trouve que ça sied bien à Naked Gun parce que finalement c'est un film à pastilles et le premier avait déjà un peu ça, l'enquête est Oui. assez anecdotique. Et oui, moi je trouve le film très drôle également. Évidemment, sur 1h30, il y a des moments de creux Oui, toujours. bien Voilà, sûr. c'est difficile de tenir un tel rythme. Donc, Ouais. mais dans le même temps, déjà je suis content de retrouver cet humour-là. J'ai pas envie que ça se franchisse parce que j'ai peur de retomber sur l'étard de Scary Movie. D'ailleurs, Scary Movie 3 Attention, fait par David Zucker, attention. quoi. Non, Scary Movie 3, Attention. Ah Scary non, non, Movie mais 3, encore je moins parle. Scary Movie 3. Tu es face à un énorme défenseur de Scary Ah ouais. Movie 3 ici. Bon, la vanne des douilles qui sortent de la pelle, c'est extraordinairement drôle. Mais voilà, bon, Scary Movie 4. Scary Movie Attention. Oui, Scary Movie 5, Ouais, c'est voilà, bon. ouais. On est Mais d'accord. écrit par David Zucker. Scary Bah oui, Movie 5. totalement. Donc, bon, ben voilà. Et j'ai Oui, peur parce que David Zucker, qui est du coup, on l'a dit dans l'émission, le réalisateur des premiers Naked Gun. Oui. Voilà. Ouais, avec Jim Abrams et son frère Jerry Zucker. Voilà, les Qui Zaz. faisaient les Zaz. Les Zaz. Et Et pas du tout la chanteuse. pas du tout la chanteuse. Ni même Zazie. Ouais, je connais Zazie. Ni même Florent Pagny, ça n'a rien à voir. Zizou non plus, d'ailleurs. Ni même Zizou, comme dirait Johnny. On, Oui, il leur- va être dur à terminer cet épisode. on les embrasse toutes. Bien sûr. Toutes et Tous. tous. Ah, Surtout ouais. Johnny. On leur souhaite bon courage. Bien sûr. Et bon, ben. Bon, ouais, ça va être très dur. Et donc voilà, non, c'est ça qui est. Et après, ce qui est bien, ouais, c'est que j'étais assez content de retrouver cet humour parodique qui, comme tu disais, vieillit bien et qui en plus a, je trouve, la malice d'avoir des références qui sont suffisamment anciennes pour être déjà ancrées. Je sais pas, moi, faire des vannes sur Sex and the City. Voilà, on parlait de Buffy, Les Black Eyed Peas. les Black Eyed Peas, The Duchess. Et même faire une allusion au Nipplegate, quoi, un truc qui s'est passé il y a 20 ans. Ah oui, oui. C'est pareil, encore de la NFL, quoi, Mais ça, mais c'est. au Super ouais. Bowl. Mais c'est aussi des blagues qui sont peut-être. Parce que je l'ai vu, donc je l'ai vu au cinéma. Il y avait pas mal de monde, la salle était pas pleine, mais il y avait quand même beaucoup de monde, donc il y avait un échantillon de personnes. Et c'est vrai que il y a quand même beaucoup de refs. On parlait tout à l'heure de foot US qui sont très pointus. C'est quand même un film qui a des références très américaines aussi. Il y a beaucoup de moments où je riais seul dans la salle alors que. Alors autant il y a des scènes où tout le monde riait, mais par exemple le Nipplegate, tu vois, où il dit ah, je lui en veux encore pour Janet Jackson. Moi, ça m'a fait Oui, exploser de rire. Et j'étais tout seul, quoi. Mais ça, c'est une vanne qui en France peut pas tellement fonctionner. C'est compréhensible. Elle est pas évidente. Ouais, C'est- et c'est peut-être le Alors pro- qu'aux États-Unis, ça a été un scandale énorme. Oui, c'est ça. En France, en France, des nibards à la télé, on en a tout le temps. Merci Stéphane Collaro, merci. À quand le retour du bébé de show? Mais on peut plus aujourd'hui On avec peut ce plus, on peut On wokisme. plus. pourrait Ah. plus. C'est Patrick horrible. Sébastien, il peut plus rien faire. il Mais- peut même- Taisez-vous! Patrick Sébastien, il peut plus rien faire, c'est génial comme réplique. Regarde, même Patrick Sébastien, il peut plus rien faire. Même lui sur scène, il peut pas faire ce qu'il veut. Alors que la scène, C'est un camping. la scène, c'est le dernier endroit de liberté, normalement. Allez, tous à la main d'or. Nogaro le disait, on est des gangsters de la beauté. Et voilà. Et Patrick, t'es le bienvenu à Drapeau Rouge quand tu veux, mon frère. Quand tu veux. Oh là là. Quelle énergie. Lancez pas des invitations comme ça, parce que Oui. c'est un peu mal se retourner. Hein. Pas de Seb, il veut, il vient. Pas de Seb, il vient tous les jours. Mokobe et pas de Seb. Bon, voilà. Ah, Pas de Son, pas de Seb. C'était- oh oui, voilà. bien Écoutez, sûr, voilà, bien c'est- sûr, bien sûr, bien sûr. Je regarde juste mes notes vite fait si j'avais Moi, je pas. disais juste, j'aime beaucoup la Vas-y. blague avec Batista aussi. Oui, Oui. oui. Incroyable. Oui, mais que je trouve vraiment très drôle, quoi. Très drôle, très réussi. Ça dure 10 secondes, mais c'est parfait. Et il y a aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure, je disais j'hésitais entre suite, remake, etc. Il y a une scène que je trouve très belle au début du film qui est tournée à la dérision, mais où il y a du coup Liam Neeson qui est devant la photo de Leslie Nielsen qui jouait du coup Frank, j'ai oublié le nom de famille, mais qui jouait Drebin. Oui. Frank Drebin, qui jouait Frank Drebin dans la série originale. Et qui et qui fait un espèce de ah, j'espère que je serai à ta hauteur, machin. Et au final, c'est une scène qui est drôle parce qu'elle est bon, on va pas vous spoiler toutes les blagues du film, mais il y a une blague qui découle de ça. Oui. Mais je trouve qu'il y a un moment de sincérité un peu du réel qui se dit bon, j'espère que je serai à la hauteur des films d'avant. Il y a une très bonne blague sur O.J. Simpson juste après. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont le faire? Et ça, pareil, la blague sur O.J. Simpson, j'étais le seul à rire dans la salle. Alors que, bon après c'est pas représentatif, hein, j'étais dans Ouais, une faut- séance machin, mais
je me dis, c'est vrai que peut-être que les Français lambda qui s'intéressent pas trop, peut-être ne reconnaissent pas. Encore une fois, c'est une actualité états-unienne d'il y a quelques temps maintenant. donc Oui, je mais pense comme il y avait eu que- beaucoup récemment, le Oui, sujet était ouais. ressorti, puis il est mort il y a pas longtemps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'identifient pas O.J. Simpson comme ayant joué Oui, dans oui. la série Naked Gun Mais et qui moi- font pas forcément le lien, quoi. Mais moi, tu vois, personnellement, j'ai pas vu les anciens films du coup. Ok. Mais bon, j'ai compris la vanne, Oui, évidemment. oui. Mais moi, j'ai pas vu les anciens films. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu les anciens films non plus, tu vois. C'est possible. C'est possible. C'est Après, possible. c'était quand même un gros film culte Oui. de l'époque, mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a du coup Naked Gun qui ressort, mais il y a aussi un prochain, tu en parlais tout à l'heure, Scary Movie qui revient Oui. aussi. L'année Ah ouais prochaine, oui. Ouais, les frères Wayans qui étaient à l'origine des 2 premiers Scary Movie reprennent Le flambeau. reprennent reprendre ce la qui main. leur était dû. Ouais. Et ils ont annoncé le retour de Anna Faris et Regina Hall, du coup. Ouais, Des les 2 productions. actrices originales. Et est-ce qu'on est face à On n'a un... pas le droit d'un drapeau rouge. Bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce qu'on est face à un retour de la comédie américaine? En fait, est-ce que le film fonctionne déjà? Est-ce que Naked Gun fonctionne actuellement en salle? J'en ai aucune idée. J'ai Et l'impression. en même temps, je ne sais même pas si c'est fait pour fonctionner, quoi. Enfin, Ouais. c'est un film. Bah, en fait, c'est ce que je disais avant, c'est un peu le revers de la médaille, c'est que c'est bien de parler de références qui ont déjà un peu d'âge, mais d'une certaine manière, elles sont quand même ancrées dans une époque Mm. qui parle pas vraiment aux Oui. nouvelles générations. Et en même temps, on se dit, est-ce que les anciennes générations vont encore aller voir ce genre de film? C'est un film qui est, enfin, c'est le film génération XY par excellence. quoi, Ouais, qui est- c'est un qui film est- un peu bâtard. qui a un public de niche et qui a quand même, je crois, coûté une 40aine de millions, je crois. Donc, Ouais. bon, voilà, c'est pas évident, quoi. Donc, apparemment, pour l'instant, marché. il aurait généré 43 millions de dollars au box-office américain. Il est sorti. Ouais, mais il est sorti le 1er août, non? Il est sorti le 1er août, Ouais, ouais. ouais. Donc il est en fin de course. Oui, bon, c'est pas le carton du siècle, c'est pas non plus une horrible catastrophe, mais... Ça risque d'être une affaire blanche, quoi. Ouais, je ça pense va qu'ils pas- gagneront pas d'argent dans Ce n'est l'affaire. pas Papa Mobile. Non, ce n'est pas Papa Non. Mobile. Je voulais faire un petit trèfle à Papa Mobile. Bien sûr, même c'est important. J'ai failli aller le voir tout à l'heure aussi. Oh non, putain, Il passe à Paris. Enfin, j'aimerais bien le voir, mais Il passe, Bah, il passe où, elle je crois qu'il est Mm, passé. j'ai même pas regardé. Je crois qu'il est passé sur quelques séances, mais je crois que. Ah, c'est fini? Papa Mobile, c'est Il fini? me semble qu'il y avait vraiment Triste que film. 2-3 séances à Paris. Enfin, franchement, il n'y avait pas. Mais... Malheureusement. Ouais. Donc ça restera un film, un truc de... une one night stand avec Liam Neeson, quoi. Oui, oui. Et Après, puis... est-ce que j'ai vraiment envie de revoir ce type de comédie? Je sais pas. Parce qu'en Ouais. fait, j'ai peur du cycle infernal et qu'on retombe sur les mêmes problèmes des derniers films parodiques du pire duo de réalisateurs, je pense, de l'histoire, Jason Friedberg, Aaron Seltzer, qui ont fait tous les trucs en movie qui ne s'appellent pas Scary Movie, sauf Super Hero Movie, qui est réalisé par Craig Mazin, le mec qui a fait Tchernobyl. Oui, c'est vrai, ça, Donc, c'est Ah oui, mais oui. ouais, et qui a coécrit Le Meilleur Very Bad Trip, le 2. Et voilà. Attention. On va vraiment se battre sur Very Bad Trip. quoi. Et, J'avoue, je euh, ne saurais plus dire lequel est lequel entre les vieux bâtards. et, Ah, t'es dur. et voilà, et en fait, 2, c'est en Thaïlande. Big Movie, Sexy Movie, Spartatouille, Disaster Movie, et trucs comme ça. Là. Attention. En fait, Ah, je- voilà, là c'est dur. Voilà, en fait, c'est des films Attention. dont les parodies sont inspirées des bandes annonces parce que les films n'étaient pas encore sortis. Ouais, ça c'est fou. Et de fait, le film sortait, il était déjà vieux. Mais oui. Et donc, ça ne marchait pas du tout. Mais Quoi. je me rappelle que Et, Spartatouille était vraiment sorti en même temps que 300, quoi. Oui, Et, ouais, c'était pour coller à la sortie des films. ouais, Big ouais. Movie, il y avait Da Vinci Code, il y avait. enfin, Ouais. C'était. Comme Papa Mobile. C'est ça. Mais c'est des Ça films aurait pu quand être même. sorti en même temps que Conclave, mais non. Moi, c'est quand même des films. Ça aurait été excellent. Cadmerade face à Ralph Fiennes, la course aux Oscars. Mais c'est des films quand même, tu parlais Super Hero Movie, Spartatouille, etc. Moi, j'avoue que c'est des films que je regardais à l'époque sur ma PSP. C'est le genre de film que je regardais avec mes cousins, etc. On regardait ce genre de film, quoi. Donc, j'avais conscience que c'était nul et j'en reveux pas du tout aujourd'hui. Hein. Mais c'est juste pour dire que ça va forcément créer un peu de nostalgie chez moi quand je vais voir un film. Ces films-là ont quelque chose, quoi. Ils étaient horribles, mais dans mon esprit, c'est vrai que j'ai un peu grandi dans ce truc de film parodique, etc. Mais je suis d'accord avec toi, je n'en veux plus. Et c'est vrai que... Alors, s'ils sont aussi bons, entre guillemets, que The Naked Gun,
ça reste appréciable. Je trouve que c'est quand même un film, au final, malgré tout, qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Je trouve qu'il aseptise un peu tout ce qui aurait pu être un petit peu l'espèce de... En fait, maintenant, tous les films américains ont des méchants qui sont des proto-Elon Musk, Oui, mais qui n'ont aucune Oui. substance. Enfin, et je comprends, en fait, tu fais un film parodique, tu prends le méchant évident, tu prends le good guy évident, je vais pas demander à Naked Gun qu'il me fasse non, tu vois, ça serait bête. Mais du coup, je m'interroge un peu sur le besoin de... Enfin, j'ai pas trouvé ce méchant-là, j'ai pas trouvé très intéressant. Je trouve que ça se prend un peu trop au sérieux par moment, en fait. Ça, le problème, c'est que je trouve que l'intrigue, elle est peut-être un peu trop premier degré à certains instants. Non, mais oui, moi je suis assez d'accord. En fait, même malgré le fait il y a de l'absurde toutes les 5-10 secondes, l'intrigue est pour moi un peu trop sérieuse. Enfin, cette intrigue d'appareil qui change le cerveau des gens. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas qui change le mindset. Qui ensauvage la population. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est absolument pas intéressant, mais après, est-ce que ça a besoin d'être intéressant? Je vais te dire, mais Non, sur non. ce genre de film en tout cas. Oui, je pinaille. Oui, non, mais après, je suis d'accord. Et puis ce méchant, oui, ce proto Elon Musk. En fait, j'ai l'impression que tous les films américains, on se gag maintenant en méchant. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu... Oui. Après, est-ce que... Enfin, je sais pas, moi, ça me dérange pas tant que ça. Voilà. Déjà, parce que je trouve que ça donne une bonne référence au premier Naked Gun avec la voiture électrique qui part toute seule en pilotage automatique. Et qu'aussi, je pense que c'est peut-être le seul bon film que j'ai vu dernièrement qui fait les meilleurs... Enfin, le seul bon film qui fait des bonnes blagues sur le fait que... Est-ce qu'on peut dire quelque chose ça en 2025 ? Donc c'est le seul film qui m'a fait rire sur cette question-là. Sur justement ce truc de la bagnole qui part sur la route, sauf que qui part sur le trottoir, qui manque de renverser des gens, et Liam Neeson ne comprend pas et pense que les gens sont fous parce qu'on est en 2025. C'est extraordinaire. Mais ça pour le coup, c'est drôle sur le fait de... À chaque fois que Liam Neeson dit... Enfin, en tout cas, trouve que le monde devient fou, c'est toujours de sa faute et il s'en rend pas compte que c'est de sa faute. Donc ça, c'est assez précis et c'est assez bien vu sur les blagues du film où il y a un côté vieux con qui se rend pas compte que c'est lui le problème et qui du coup jette le truc sur tous les autres, quoi. Et tout est résumé au début quand il dit au proto Elon Musk et tout. Alors moi je trouve que c'était mieux avant de toute façon. Oui. Et où le proto Elon Musk dit aussi ouais moi aussi mais faut pas le dire. Ouais, ou quand il dit vous pouvez vous joindre dans mon club privé, on écoutera comme dirait les Black Eyed Peas, Get Retarded. Et lui dit on peut dire ça en 2025. Il fait non mais faut pas le dire. Dans mon cabaret on peut le dire. Dans mon cabaret on peut le dire. Et comme dans un célèbre cabaret qui était à l'époque le plus grand cabaret du monde. Bah bien sûr. De Patrick Sébastien où l'on pouvait tout dire. Ah, Patrick, tu es le bien. Tu as été viré lâchement. Ils t'ont traîné dans la boue, Patrick. Là, c'est pas un appel du pied. Là, c'est l'indignation. Là. Ils t'ont viré lâchement de France Télévisions. Ça est presque révoltant. Là. Le 10 septembre, ce sera pour toi, Seb. C'est pour toi et ton cercueil avec la forme de... Bref. Bref. Je suis d'accord avec toi, Patrick, en tout cas. Et pour la fin de Naked Gun, le truc qui... déjà... Par rapport au premier film, c'est un peu pareil. Le premier film, déjà, toutes les scènes où on était avec Ricardo Montalban, qui jouait le méchant du premier film, étaient quand même, je trouve, premier degré. Et c'est pour ça que je comprends pas trop les gens qui disent que l'enquête autour est lisse. Oui, dans le premier également, c'est pas ce que je lui demande. Et en même temps, est-ce que finalement, le point de vue du film, ou en tout cas son message un peu sous-jacent, il n'est pas dans le personnage de Drebin qui organise le monde par rapport à lui. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que oui, c'est un vieux con, les problèmes arrivent avec lui. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense justement que le monde est avec lui. Et que il réussit parce qu'il a le monde avec lui. C'est l'inspecteur Gadget en fait. C'est pas très loin de l'inspecteur Gadget. Et je trouve que c'est là où est le message, c'est qu'en fait le mec survit parce qu'il est contre le méchant, mais par principe quoi. Il est méchant, donc je suis contre lui. Oui. Voilà, et je trouve que le message est là et je trouve ça plutôt malin en fait. Juste dans l'idée principale. Oui, totalement. Après derrière, c'est évidemment parcellaire. Je lui demande pas de me faire une thèse géopolitique quoi. Non.
Mais voilà, enfin, je trouve le film assez malin à ce niveau-là. Et pour conclure sur ce que tu disais sur est-ce qu'on veut encore ce genre de film, moi je pense aussi que Naked Gun ça fonctionne, ce qu'on disait avant, parce qu'il y a Akiva Schaffer, parce qu'il y a Seth MacFarlane, parce qu'il a ses potes de Lonely Island derrière en consultant. Et je pense que le film, c'est un alignement de planètes. Et que le film marche. Et quand j'ai vu le film, je suis sorti en me disant c'est miraculeux que le film fonctionne. Bah oui. Et j'ai peur du coup que si ça marche, même si je suis pas sûr, qu'en fait quelqu'un en fasse une soupe et que derrière on retourne sur rapidement le cycle infernal, parce que on pourrait croire que c'est facile à faire. Ouais, mais mais non, mais c'est un bijou d'écriture. Et on pourrait croire que c'est facile à faire, alors que il faut du timing, il faut les bonnes allusions pour pas paraître trop vieux, faut le bon acteur. Je pense que malheureusement, ce que tu disais sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui va venir pour faire de la soupe, je pense que c'est l'idée. C'est un peu l'idée des studios qui ont greenlighté ce film, quoi. C'est un peu, on vous donne du budget pour ça, comme ça, si ça fonctionne, nous derrière, on fait 5 films plateforme naze écrits avec l'IA. C'est possible, mais vu que c'est la Paramount, c'est assez rigolo parce que Paramount, j'ai l'impression qu'ils sont lancés dans une croisade où ils lancent un peu tout et n'importe quoi en disant, ils jettent des dés en disant, allez, ça marche. Et ils regardent quoi, parce que Mission Impossible est à 2 doigts de se terminer, donc ils ont plus ça. Top Gun, je sais pas si Tom Cruise va rempiler, donc ils ont plus grand chose quoi. Donc, et je crois qu'en plus les prochains films de Tom Cruise sont pas chez Paramount, donc ce qui va tourner chez Iñárritu et Doug Liman. Et je crois j'ai totalement raté cette info de Tom Cruise chez Iñárritu. Oui, ils devraient faire un film ensemble où normalement Tom Cruise devrait jouer l'homme le plus fort du monde. Ah si, j'avais vu. Voilà. Okay. Et j'avais pas l'info. Et donc voilà, et chez Doug Liman, il devrait faire un film dans l'espace. Oui. s'il voulait faire des. Mais normalement, peut-être que depuis, ou alors peut-être que je me trompe, mais normalement ça ne devrait pas être chez Paramount. Donc Paramount, il lance un peu les dés pour savoir quoi relancer quoi. Donc, voilà. Ok. Je pense qu'on a tout dit sur Naked Gun, sur Akiva Schaffer. On a fait le tour. Qui fonctionne bien. Ouais. Moi, en tout cas, il a bien fonctionné sur moi. Il a bien fonctionné sur moi. Il y a beaucoup de vannes que ça m'a pas pris sur moi, mais peut-être que je suis pas dans cette école-là, mais globalement, le film a bien fonctionné. Et je trouve que ça reste un bijou d'écriture de A à Z. Et on peut faire la transition avec le film d'après, avec une phrase vers la fin du film, qui parle de justice à un moment donné. Oui. En disant non, faut pas le tuer, il faut attendre que la justice décide. C'est la justice qui va se jouer de son sort. Eh bien, c'est une très bonne transition. Voilà, transition. Les larmes. 1971. Là, on va moins rigoler. Ouais, là, j'espère que vous avez bien ri, puisque maintenant nous nous dirigeons vers Punishment Park de Peter Watkins, qui est ce qu'on appelle un mockumentary, un docu-fiction. Il y a un jeu de mots mockumentary en français. Un documentaire. Un documentaire. J'adore. Putain, Focumentaire. Un documentaire donc, qui se passe dans les années 70, qui est Peter Watkins, qui est à la base un réalisateur anglais qui travaille pour la BBC, enfin qui a signé pas mal de films pour la BBC, qui travaillait notamment ce principe du docu-fiction, qui a fait son premier long métrage quelques années auparavant, du coup, qui était Culloden, qui était sur la bataille de Culloden entre les Anglais et les Écossais au 19e siècle, qui est la dernière guerre sur le sol britannique, et qui est tourné à la manière d'un documentaire, donc comme s'il y avait des équipes de films qui suivaient la guerre, et donc on a des moments face cam de généraux anglais qui vont dire là on va faire ça. L'anti-monoforme. Voilà, c'est ça. Pour prendre les dires de Peter Watkins, un concept qu'il a conceptualisé du coup, le monoforme. Oui, qui est la forme. Donc lui, ce qu'il aime, c'est mélanger les genres, un peu brouiller les pistes sur ce qu'on regarde, sur ce que disent les images, etc. Et là, avec Punishment Park, il nous refait le coup sur qui est plutôt plus uchronique qu'un vraiment faux documentaire. Oui. Ouais, donc c'est à l'époque du coup de la guerre du Vietnam, au moment où va être créé un espèce de tribunal populaire aux États-Unis, où on va mettre les gens qui ont des idées un petit peu trop révolutionnaires, un peu trop extrêmes pour le gouvernement en place à l'époque, et on va leur laisser le choix
entre faire 10, 15, 20 ans de prison ou passer 3 jours à Punishment Park. Et Punishment Park, c'est un nouveau concept introduit par le gouvernement américain qui, en fait, on te lâche dans le désert californien. Tu dois faire une 60aine de kilomètres sans eau, sans nourriture, sans te faire attraper par la police. Et tu dois atteindre un espèce de checkpoint qui est le drapeau américain. Et si tu arrives sans te faire arrêter au niveau du drapeau américain, tu es libre. Voilà. Repassa Inoxtag. Ça, c'est l'esprit Kaizen, ça. Ça, c'est Kaizen. Voilà. Ça, c'est vendeur. Ah, lui, il n'y avait pas de Sherpa, là. Il fait ce genre de concept. C'était plus Sherpa que Sherpa, là. Il fait ce genre de concept, MrBeast. Franchement, ne laissez pas MrBeast tomber sur les films de Watkins parce que... Oui. on va... Le truc de ouf. C'est sûr qu'il recrée les guerres comme lui. Parce que, du coup, Watkins, on en parlait... on en a parlé un peu rapidement dans le tout premier épisode de Drapeau Rouge, puisque Guigui fait mention à la commune. Bien sûr, qui était donc qui est aussi la commune un peu plus dans le même genre de Culloden que Punishment Park pour le coup, où il recrée des événements historiques avec des acteurs forcément contemporains. Voilà, mais il y a la commune, c'est l'apothéose du format Watkinsien. Non, mais vas-y, pardon. Non, oui, et attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Et il fait quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il engage des acteurs qui sont concernés. Voilà. C'est-à-dire que là, pour Punishment Park, les accusés sont vraiment des gens de la sphère révolutionnaire, des militants, beaucoup, et les acteurs qui jouent les espèces de jury populaires sont vraiment des gens à tendance républicaine, conservateurs, etc. Et ils laissent beaucoup de part à l'improvisation. Il y a beaucoup de moments dans le film où on voit par exemple un militant noir face à du coup ces jurés-là qui vont lui dire qu'est-ce que tu penses de l'Amérique, machin. Et là, ça va être vraiment des vraies discussions entre les deux personnages, enfin entre les acteurs plutôt. Et il s'amuse à brouiller cette frontière et ça donne ça donne toujours de la substance au film parce que ces scènes-là, on va parler du film en général parce qu'il faut parler du film pour parler du concept parce que moi c'était le premier film de Watkins. Enfin, je connaissais un peu Watkins de loin, j'avais lu quelques trucs, j'avais vu des extraits, mais c'est le premier film de Watkins que j'ai vu vraiment en entier du début à la fin. Et j'ai été marqué d'abord pour commencer large par une première chose, c'est le montage. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, pour moi, Watkins c'était très épuré, très lent. Et en fait, c'est un montage qui est très très cut, très très frénétique. Oui. Là, pour Punishment Park, on a un montage alterné entre du coup les moments au tribunal et les moments où ils sont dans le désert à errer, à marcher. Et en fait, la tension monte petit à petit, la tension monte crescendo. Et à un moment donné, ça devient vraiment irrespirable parce qu'on a d'un côté les gens dans l'espèce de tribunal qui se hurlent dessus et de l'autre des gens qui sont littéralement traqués par la police comme des bêtes et ça devient très vite irrespirable et je m'attendais pas du tout à avoir un truc aussi haletant. Je m'attendais pas à avoir un film aussi haletant et j'étais assez pris de court par ça, mais c'est un film que j'ai trouvé assez exceptionnel. Bon alors, si vous voulez de la subtilité, ce sera pas... C'est fou ce qui vient de se passer. L'agent vient de mettre une lumière subtile, voilà, en subtilité. L'agent Guigui vient de nous flasher la gueule tel un enquêteur du FBI. C'est vrai que je balance un peu pêle-mêle, mais c'est vrai que j'ai trouvé... Bon, niveau subtilité, je pense que tu regardes le film tu regardes Punishment Park, tu sais où se situe Watkins politiquement et ce qu'il veut te dire avec le film. Il n'y a pas vraiment de zone d'ombre. Tu te fais un peu rouler dessus, je trouve. Ce qui est une bonne chose, parce que je pense que c'est ce qu'il cherche, c'est vraiment de choquer, mais ce qui peut aussi... Bon, je vais vous laisser la parole, on parlera après des bons et des mauvais points qu'on trouve du film, mais toi, Gap, Guillaume, parce que toi t'es un grand fan de La Commune, mais du coup Punishment Park. Moi je suis un grand fan de Peter Watkins d'ailleurs, enfin j'ai pas tout vu, mais il avait déjà utilisé ce concept de coup sur Culloden,
Ouais. où là aussi il avait pris des acteurs qui étaient concernés, Oui. qui avaient dans chaque camp, dans leur famille, des personnes qui avaient participé 100 ans avant à cette bataille. Et c'est quelque chose qu'il fera aussi pour la commune, où il va utiliser des vraies personnes de Versailles et des personnes plutôt de quartier populaire de Paris en acteurs amateurs. Bon bref, on parlera de la commune un autre jour. Mais j'aime énormément Punishment Park, où là où d'autres cinéastes auraient pu faire, ou ont fait des critiques envers le gouvernement américain de l'époque, en étant plus subtil du coup. Là au moins il y va franchement. Après, il faut dire aussi que Peter Watkins c'est anglais et du coup il n'est pas américain. Oui, Ce qui est aussi, c'est aussi quelque chose. il a un regard extérieur qui a Oui, causé tout à notamment fait. pas mal de discussions à l'époque de la sortie du film, où le film a été assez mal reçu, notamment puisque l'Amérique étant ce qu'elle est, n'acceptait pas qu'un Britannique puisse... De toute façon, chaque film de Watkins, pratiquement tous, ont été mal reçus à un moment donné. Je pense à La Bombe, par exemple, qui a effrayé qui a effrayé beaucoup de monde. C'est un film où il parle de la bombe atomique. En gros, c'est un test, j'en parle brièvement, mais un test sur la population, sur un exercice d'une bombe atomique qui tomberait, qui arriverait en tout cas, qui serait proche d'arriver, et comment donc il montre comment la population est informée au cas où ça arriverait, et comment elle réagit en tout cas pendant l'exercice. Les effets de la bombe nucléaire sur... C'est ça, et il va jusqu'à montrer les effets, ce qui est hyper intéressant, mais ce qui a effrayé beaucoup de monde à l'époque, mais qui était parfaitement réaliste. Parfaitement réaliste sur ce que ça aurait pu provoquer et ce que ça avait déjà provoqué au Japon. Bref. En tout cas, Punishment Park, je trouve que c'est un film, c'est une superbe œuvre. Et je suis comment dire, je suis fasciné par, comme tu disais, par le montage, le montage frénétique qu'il utilise aussi dans ses autres films. Je pense encore une fois à La Commune, sauf que La Commune c'est un peu différent. Oui, parce que La Commune dure 5 heures. Déjà, il dure 5 heures. Et celui-là, Punishment Park, il dure même pas 1h30. Et La Commune, il utilise un système d'intertitres. Enfin, il utilise des cartons titres plutôt. Donc, pour expliquer ce qui est arrivé ou ce qui va arriver, ou parler de son contemporain. Mais voilà, tout ça pour dire que Punishment Park est pour moi un grand film sur une parfaite démonstration que sont les États-Unis de l'époque, et qui sont toujours le cas d'ailleurs. Mais c'est c'est une parfaite utilisation de l'Uchronie pour montrer parce qu'il y a... les États-Unis de son contemporain. En fait, tu pourrais croire que c'est vraiment arrivé. En fait, ce qui est fou, c'est que l'idée est absurde. Enfin, on pourrait se dire que l'idée est absurde de lancer des gens dans un désert pendant 3 jours et les traquer. Mais en fait, les États-Unis sont tellement absurdes que ça aurait pu être possible. Le documentaire joue aussi sur cette fine ligne. En plus, le fait que ce soit tourné comme un documentaire, je pense que des gens d'autres pays ont cru que en voyant le film, que c'est arrivé. Qu'il y a vraiment eu un décret à l'époque du président des États-Unis pour faire ce genre de choses. Mais pareil, là, du coup, la façon de... Enfin, encore une fois, on parle beaucoup de la forme, mais formellement, c'est d'avoir utilisé ce faux documentaire. Je trouve ça exceptionnel. Et toi, Tanguy, du coup, Peter Watkins, un programme. Peter Watkins. Alors moi, c'est un cinéaste en fait dont je n'ai vu que Punishment Park. Donc, de ce que vous dites, donne envie en tout cas de voir la suite. Après, c'est un film que j'avais vu à l'époque, il y a déjà quelques années, parce que c'est un film que j'avais eu la chance d'étudier quand j'étais en master en cinéma. Et c'était un cours en plus sur
le documentaire. Donc c'était vraiment pile poil dans le genre ou le sous-genre en tout cas. J'abonde en tout cas sur ce que vous disiez concernant ce film-là, qui effectivement est un film que je trouve hyper intéressant. Déjà sur ce que ça raconte évidemment des États-Unis à cette époque-là, qu'à une certaine période, il faut pas l'oublier, mais des gens pensaient que c'était vrai. En tout cas, des gens qui ne faisaient pas partie du territoire américain pensaient que c'était vrai, parce que le film en plus a cette faculté au début, par la voix off, d'édicter un principe qui paraît plus vrai que nature. Oui. Le fait vraiment d'expliquer la législation de la fameuse loi McCurran, c'est ça. qui, on peut le dire, en fait, est une version hardcore du McCarthyisme qui déjà n'était pas glorieuse. Oui, j'ai oublié d'en parler. Mais elle ostracisait des réalisateurs hollywoodiens. En fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'en fait, le McCarthyisme était... En fait, ça aurait pu être une uchronie aussi. On aurait pu inventer ce truc de McCarthy. Et en fait, c'était la vérité. Donc, au final, à partir du moment où ils avaient ouvert cette porte-là, oui. C'est ça. Tout était possible. C'est la destinée manifeste à l'intérieur même du pays, quoi, à l'intérieur même de son propre système. Donc c'est assez troublant justement. Et je pense honnêtement, c'est un film qui est assez violent, donc c'est pas évident. Ouais. Mais vous montrez ça à des enfants, à des lycéens en seconde. Vous leur dites rien avant le film. Je pense qu'aujourd'hui encore, ils pensent que c'est vrai. C'est sûr. Parce que c'est un film en plus qui n'a pas encore la réputation qu'il mérite, ou voilà, mais en tout cas ça reste un film qui est encore un peu dans les circuits confidentiels, ou en tout cas des circuits cinéphiles. Tout Peter Watkins Watkins n'a pas la réputation. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez fou. C'est dingue, mais c'est un film qui est accessible de plusieurs manières, je trouve. Et la première manière, c'est même pas forcément ce que ça raconte, c'est la manière dont ça la raconte. Et c'est sur des questions formelles. Vous avez commencé à en parler, et vous avez commencé à parler du principe de monoforme de Peter Watkins. En fait, ce que Watkins désignait comme monoforme, c'était les formats traditionnels des reportages et documentaires de l'époque, qui étaient faits à la base de montages parallèles ou d'un montage du coup dit frénétique, on pourrait dire, en tout cas très rapide, très succinct, et d'un assemblage parfois un peu surréaliste de plans larges, gros plans, sans forcément qu'il y ait de sens. Et d'une certaine manière, c'est comme ça aussi que le spectateur réinterprète les images et comprend de lui-même ce qu'il est censé comprendre, alors que c'est subliminal, quoi. En tout cas, il n'y a rien qui présage de ce que ça devrait raconter juste sur les images en tant que telles. Et en fait, d'une certaine manière, ce principe de monoforme, il rejoint un peu ce que bien avant Eisenstein avait expliqué, c'était le montage des attractions. Le fait de mettre deux plans ensemble qui crée un choc chez le spectateur. Et lui il s'en servait pour des caricatures, du burlesque, voilà. Mais c'est rentré un peu dans le paysage du documentaire ou du reportage au moment évidemment des films de propagande, quand c'est arrivé à ce moment-là où vous pourrez penser au Dieu du stade de Riefenstahl. Vous avez des alors, c'est un film qui a beaucoup essaimé, en tout cas, la culture américaine, mais qui a un petit truc. Oui, bon. Esthétiquement. Voilà. Pas mal. Esthétiquement, c'est carré. Mais en fait, c'est malgré la réalisatrice, c'est un film important, malheureusement, pour comprendre des formes dans l'histoire du cinéma. Oui, faut le dire au cas où la réalisatrice était nazie, voilà. Nazie, oui. C'était la cinéaste du parti fasciste. Ouais, voilà. Qui était l'une des têtes de l'UFA à l'époque, voilà. Donc l'espèce de CNC allemand à l'époque du Reich. Ouais. Mais horrible. Horrible dit comme ça. Mais... J'ai senti de la nostalgie dans ta voix. C'est pas comme le CNC maintenant qui fait des films sur les migrants. À l'époque, on avait du vrai cinéma. Oui, j'ai cherché un autre parallèle, mais une autre comparaison. Bah aujourd'hui, on a l'histoire de Suleiman. À l'époque, on avait du vrai cinéma. À l'époque, on avait les dieux du stade. Oui. Bon, d'accord, c'est moi Destination Ciné. Et en fait, ce principe de monoforme, Watkins ne fait pas que il ne le parodie pas, il le recopie. Et c'est, je trouve, ce qui est le plus intéressant dans le film. Moi, il y a une scène, ou en tout cas un montage parallèle au milieu du film qui m'intrigue beaucoup, et je trouve que ça raconte beaucoup du film. C'est le passage où il y a un procès avec un homme qui parle de qu'est-ce que la moralité aux États-Unis, et où il dit la guerre est immorale, le Vietnam est immoral, etc., alors que eux ont une autre version de la moralité. Et dans le même temps, le montage parallèle montre un militaire ou un flic, je sais plus, en tout cas quelqu'un des forces de l'ordre, dans le désert, expliquer comment fonctionne une carabine ou un fusil d'assaut. Et en expliquant comment les douilles sortent, etc. Et en fait, ce principe-là d'additionner ces deux séquences donne un sens qui en fait n'en a même pas tant que ça. En fait, les choses sont totalement différentes. Mais par contre, le spectateur réinterprète, lui, à sa manière, ce principe. Enfin, en tout cas, ce qu'il est censé comprendre du film. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre en parallèle avec un cinéaste qui a fait des films après, qui était lui aussi anti-Americana, en tout cas, qui était Oliver Stone.
dont son monteur, donc Hank Corwin, était un fanatique d'un type de montage qui s'appelle le montage vertical, et qui est un montage dit politique, en fait, où on passe d'une séquence à l'autre pour donner non pas une idée narrative, mais une idée thématique. Et vous regardez L'Enfer du Dimanche, vous regardez JFK, vous regardez Tueur-né, c'est le plus... c'est le plus visible, quoi. Ça saute aux yeux. Ce sont des films qui sont entièrement construits de montage vertical. Tueur-né, il y a une scène d'évasion en prison où les émeutes commencent, et au moment où les émeutes commencent, pub pour Coca-Cola avec l'ourson qui est là genre hey, super. Et c'est exactement du coup ce que raconte le film, juste sur 3 minutes. Il y a une autre scène dans la même veine aussi qui m'a beaucoup marqué. C'est à un moment donné où un des accusés va commencer à s'énerver, utiliser un peu des gros mots, des insultes, et où je crois que c'est une des jurés, la femme, qui lui dit arrêtez ce langage, c'est immoral. Pareil, elle lui dit c'est horrible de parler comme ça. Et puis on a le montage alterné où t'as des flics qui sont en train de shooter sur des jeunes de 19 ans. Oui, voilà, tout à fait. Dans le désert. Donc ça fonctionne sur le même truc où ton cerveau, en fait. Il faut montrer des idées vagues avec des images claires. C'est bien dit. Godard. Bah non, c'est de toi. Oui, c'est de moi. Bien sûr que c'est de moi. Tu es Godard ? C'est moi. Il est là. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Mais c'est aussi parce que tu parlais sur la monoforme. En fait, dans le et aussi, je voulais revenir d'abord sur le côté un peu plus vrai que nature, réaliste. C'est qu'il utilise beaucoup de médias différents dans le film. C'est-à-dire qu'on a aussi pas mal d'extraits radio. Oui. Qui renforce le côté réaliste, où on a vraiment la mise en place, elle est incroyable, parce qu'en fait le film, la première minute te pose les bases et tu ne te poses plus aucune question à la fin, et je trouve qu'il réussit vraiment par ce montage là à te prendre par la main et à t'emmener dans les pires endroits, mais en fait tu ne peux pas réagir. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi dans son premier film que j'ai vu, Culloden, où en fait l'explication, entre guillemets, l'exposition est très très rapide, très limpide. C'est-à-dire qu'on est directement jeté dans le bain, alors que moi, honnêtement, la bataille de Culloden, l'histoire britannique du 19e siècle, 18e siècle, je ne la connais pas du tout. Ouais. En 2 minutes, il t'explique les enjeux, ce qui va se passer, qui est qui, par ce procédé justement on a des face cam de militaires anglais des années de 1860 qui expliquent ouais bah alors moi en fait je pense que ça machin. Je trouve que c'est un procédé incroyable. Vous allez adorer La Commune. Mais je suis sûr. Enfin vraiment, j'en suis sûr. Mais je trouve ça fou. En fait, ce que je me suis dit quand j'ai vu ces deux films là, c'est à quel point Peter Watkins a été oublié dans l'histoire récente du cinéma. En tout cas, je trouve pour moi ça devrait être, enfin, ce qu'il a inventé dans le côté documentaire, le mot, cette espèce de forme qu'il a. Il a créé une forme. Après, ça reste aussi la malédiction des. Bon, lui, même si c'est des faux documentaires, le côté documentaire généralement a moins d'impact que. Oui, non, mais bien sûr. Dans l'histoire, c'est dommage. Mais et aussi, tu parlais de la bombe. J'ai vu un film qui s'appelle Threads, qui est un film australien qui est sorti dans les années 80, qui a un peu le même principe de dire en fait une bombe nucléaire va être lancée à Londres. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on va suivre jour 1, il y a eu tant de morts, jour 2, il y a ça. C'est exactement ça dans la bombe, ouais. Du coup. Et en fait, c'est et j'avais entendu une anecdote que justement quand Watkins sort la bombe, la BBC n'en veut pas. Ils sont à l'époque aussi, il faut dire qu'on est au moment où le parti travailliste qui est au pouvoir en Grande-Bretagne à l'époque est à fond dans la course à l'armement. On est en pleine guerre froide, c'est le moment où tout le monde veut sa bombe nucléaire, grossièrement. Et en fait, Peter Watkins fait wow, regardez ce que c'est une bombe nucléaire, quoi. C'est ça. Ce que du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient mal informés aussi de ce qu'était vraiment la bombe nucléaire. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça normal, ce qui s'est passé à Hiroshima. Ce côté, ah bah oui, il me balance une bombe, je te balance une bombe, il nous faut l'arme nucléaire. Et en fait, Peter Watkins vient mettre dans la gueule ce que c'est réellement une bombe nucléaire. C'est des milliers, des millions de morts, c'est la fin de l'agriculture, c'est la fin de tout.
Et donc à ce moment-là, la BBC envoie un peu son... Oui, parce que ce que j'avais oublié, c'était que c'était la BBC qui avait demandé à Peter Watkins Oui. de réaliser une simulation crédible Ouais. d'une attaque nucléaire sur l'Angleterre. Ils n'ont pas été déçus du coup. Et c'est ça, c'est après avoir vu le résultat, ils ont fait on va refuser de diffuser ça. C'est un peu trop compliqué, quoi. Mais et là, c'est pareil pour Punishment Park aussi, c'est un peu regarder ce que vous êtes en train de faire. En fait, par nationalisme stupide, vous êtes en train juste de tuer des jeunes hommes et femmes, des Américains, des jeunes Américains, des jeunes Américaines. Pour, en plus, sur le côté... parce qu'à l'époque, on est dans une guerre idéologique contre le méchant communisme. Donc on est en pleine guerre du Vietnam, il y a la guerre froide avec l'URSS, etc. Et il y a un petit côté... parce que les États-Unis sont toujours mis comme la grande armée morale qui va venir libérer les peuples, la démocratie, etc. Et il y a un côté, mais regardez ce que vous faites vous avant de... Et je pense que c'est ça aussi qui est pas trop passé à l'époque. Ah oui, non, mais totalement, de toute façon. Mais oui, ce que tu disais sur Peter Watkins, c'est qu'il a créé une forme. Franchement, il a créé une forme, et encore une fois, l'apothéose de cette forme, c'est la commune. Bon, ça, je vous laisserai le voir, et encore une fois, on en parlera dans un épisode. Que de teasing. Que de teasing. Beaucoup de teasing, mais je le porte comme un chef-d'œuvre. Vous le savez si vous avez écouté le premier épisode. Bien sûr. Mais la commune, ça, c'est quelque chose. C'est d'ailleurs le dernier film de Peter Watkins, sorti en 2000. Et cette espèce de série documentaire qu'il a faite aussi sur la bombe nucléaire aussi, qui dure Ça, j'ai pas vu. 8-10 heures, je crois. Ça, j'ai pas vu. C'est très très long, où il a fait vraiment où il a fait vraiment une série complète sur du développement de la bombe nucléaire jusqu'à du coup son lancement à Hiroshima, en allant interroger des gens pour voir ce qu'ils en pensent, pour voir en fait à quel point, j'ai pas vu le film mais j'ai un peu lu dessus. Et en fait, lui, ce qui choquait Watkins à l'époque, c'était la désinformation sur la bombe nucléaire. Donc, vu qu'il avait fait son film La Bombe, qui avait été vu par 3 personnes, vu qu'il a été déprogrammé très vite, et que... Du coup, il a refait ce documentaire après, à l'époque, pour... Ok. Mais bon, après, il l'a fait sur un format de 8h, 9h, donc je pense que la série docu n'a pas été trop vue. Et c'est ça qui fait en plus, du coup, il le fait aussi pour la commune, encore une fois. Désolé, je parle beaucoup de la commune, mais c'est ça. Tu l'auras ton épisode. on l'aura, notre putain de belle histoire. Non, mais c'est ça la réussite du travail de Peter Watkins, c'est qu'il arrive, en parlant d'un événement ancien, à le mettre en parallèle de la meilleure des façons avec ce qui se passe dans notre société contemporaine. Et dans la commune, il parle beaucoup de ce qui se passe, même de ce qui se passe dans le cinéma, dans les fins des années 90-2000. Enfin bref, on en parlera plus tard, mais voilà, franchement, le travail de Peter Watkins, là on parle de Punishment Park, mais dans sa globalité, le travail de Peter Watkins, je conseille à tout le monde. Oui, il faut vraiment s'y atteler. Je pense aussi, j'avais aussi le biopic sur Edward Munch. Ah oui. Qui est un film exceptionnel aussi. Qui est pareil, non? Qui est aussi un faux documentaire. Ouais. Qui est aussi un faux documentaire qui suit toute la vie de Edward Munch. Enfin, toute la vie, pratiquement toute la vie, en tout cas jusqu'à sa fin. Et c'est extraordinaire. Grand cinéaste pour moi, c'est l'un des plus grands cinéastes que l'on ait eu et qu'on en a toujours parce qu'il est toujours vivant. On l'embrasse, oui, il est toujours en vie. Il habite en France. Touche du bois. Enfin, aux dernières nouvelles, il a une maison dans la Creuse. Ok. C'est très précis quand même ton appréciation de. Et vous pouvez trouver Guigui postiché devant la maison tous les matins avec un appareil photo. De toute façon, on avait sa boîte aux lettres déborde, je crois. On avait dit avec Sergio, qui nous a accompagnés pendant 2 épisodes, qu'un jour on passera peut-être nos vacances dans le village là-bas, parce qu'on a le nom du village aussi. Ah oui, d'accord. Parce qu'il avait fait une interview au début des années 2010 en disant qu'il préparait un film sur ce village. Incroyable. Bon, malheureusement, ça s'est jamais fait apparemment. Pas encore, mais... Peut-être un jour. Hein. Écoute, on va le financer. Donnez sur le Tipeee de Drapeau Rouge pour financer le nouveau film de Peter Watkins.
Et en cela, du coup, de ce que vous racontez sur Peter Watkins, ça rejoint des théories justement sur le principe de faux documentaire, où beaucoup annoncent à tort qu'il s'agit en tout cas que le terme américain, anglais, serait mockumentary. Alors, en fait, le terme a été débattu plusieurs fois par beaucoup de chercheurs en cinéma, aux États-Unis principalement, et qui aujourd'hui pensent principalement que le mockumentary en fait est un faux documentaire d'une certaine manière, mais à visée satirique, donc qui débouche sur des comédies principalement. Donc vous pensez à Forgotten Silver de Peter Jackson ou plus récemment Borat avec Sacha Baron Cohen, qui sont des mockumentary. Et en fait le principe de Peter Watkins se rapproche plus de ce qu'on appelle le fake documentary, qui a été un terme créé par deux chercheurs, j'ai plus les prénoms, mais c'est Juhas et Lerner, leur nom de famille. Ou le faux-commentaire, comme a été dit par Pizzo. Le faux-commenteur. Le faux-commenteur. Double dose. Et donc le fake documentary, en fait, où le but est justement de dénicher le vrai du faux dans une visée principalement informationnelle, comme justement fait Peter Watkins. Et dans le versant opposé, moi, ce que je pourrais vous recommander, en plus, apparemment, des films de Peter Watkins que je n'ai pas vu, mais un film qui n'est pas un faux documentaire ou fake documentary, c'est un film de métrage retrouvé qui s'appelle Le fond de l'air est rouge de Chris Marker. Oui, bien sûr. Voilà, qui est un film aussi qui a été créé sur une partie, en tout cas, de la guerre du Vietnam, mais qui lui, en fait, est lui aussi un film révolutionnaire, mais dans le versant justement pro-gauche, en tout cas pro-communiste, on pourrait dire, mais en tout cas pour la liberté politique de tous les horizons de gauche. Donc, on conseille aussi la filmographie de Marker. Oui, de Chris Marker, bien évidemment. Qui vit lui à Saint-Domingue. Non, là, ouais, on l'embrasse là où il est. Non, Chris ne paye plus de loyer depuis longtemps, hélas. C'est le fisc. On embrasse les ayants droit de Chris Marker qui seront les invités du prochain épisode. C'est le chat qui paye. Hein. Ouais. Mais si vous avez quelque chose à rajouter sur ce bon Watkins ou sur Punishment Park. C'est un film, en fait, il y a tellement tout dedans. C'est dur de débattre parce que le film est vraiment il faut le voir. C'est in your face, quoi. C'est con, mais il faut le voir pour Oui, et en plus de ce qu'on disait aussi, c'est un film qui est un peu comme les reportages d'époque, un peu tyrannique et pointe du doigt sur voilà ce que vous devez voir. Et c'est ce qui aussi fait croire que c'est vrai, c'est que justement en introduisant, comme tu disais, en exposition, que c'est fluide, rapide, mais en même temps c'est technique, il s'impose comme figure d'autorité. C'est ça. Et c'est difficile de le contester, en fait. Et c'est ça qui le rend très prenant immédiatement. Le fait d'avoir donné un nom à la loi, le fait au décret, ça, en fait ça met un espèce de... Il se met au-dessus en disant voilà ce qui se passe, et toi en fait tu te manges les informations et tu ne peux pas... Et de mettre des noms sur les jurés. Oui, ça aussi. Il personnifie, quoi. Les jurés sont présentés vraiment comme dans un documentaire, enfin comme dans un reportage où on a le juré qui parle, on a le prénom, son nom et sa profession en dessous. Et en plus de ça, là où le film en plus est assez habile, c'est que les jurés, tout comme finalement les opposants politiques, en tout cas les antimilitaristes principalement, ne sont pas des métonymies, ils ne représentent pas quelqu'un, ils se représentent eux-mêmes. Et ce qui rend la chose terrifiante, c'est qu'en fait finalement en se représentant par eux-mêmes, ça donne vraiment la sensation que tout le monde est identique sans que ce soit de la métonymie. C'est ça qui est assez dingue avec le film, quoi. Il y a un moment où il y a un des jurés qui dit oui, moi aussi j'ai une fille qui était comme ça, qui était en parlant d'une des accusées, il dit ouais, ma fille était pareille, et on l'a tapée, on la punissait, puis un jour elle a arrêté. Et tu dis, parce qu'il y a un côté où, en fait, par leur position dans cette espèce de tribunal, ils sont supérieurs aux accusés, puisque l'accusé va être seul sur une espèce de chaise, menotté, quand eux, ils vont faire face à ils sont une dizaine en face de lui, au-dessus de lui, à lui balancer, à le réprimander. Donc, t'as un petit côté instinctif de te dire que ces gens-là sont éduqués, et en fait, tu te rends compte que j'allais être insultant, mais tu te rends compte que j'avais beaucoup d'insultes aussi dans ma tête au moment. Non, mais dans tous les cas, en les déshumanisant, en les montrant en tout cas comme violents, sans foi ni loi par rapport juste aux bonnes vertus de l'Amérique et à la loi, qui est dingue, en fait, ça les rend humains. Et c'est ça qui est horrible, quoi. C'est qu'on ça. On se dit, en fait, oui, peut-être que la personne qui a 100 mètres de moi est comme cette personne, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui est... Il y a des moments où en fait ils sont face à des gens, des jeunes qui ont 19, 18, 20 ans, à les envoyer à Punishment Park parce que ils ont
osé critiquer. Ils ont les osé États-Unis. critiquer ou parce que un militant noir a dit que la police tuée était raciste, Ouais. tu vas l'envoyer se faire traquer dans la forêt ou 20 ans en prison. Enfin, il y a une scène à un moment donné où ils sont tous en ligne et leur sentence est Irrévocable. ouais, voilà. On Et- embrasse Denis. Et ils sont tous en ligne et leur sentence est dite chacun leur tour. Et là, tu te rends compte, en fait, donc on a leur identité, leur âge et combien d'années de prison ils risquent. Et là, tu te rends compte que tu es face à des gens de 19-20 ans à qui on promet 20 ans de prison, 15 ans de prison. Donc la jeunesse, la violence de ça, en fait, pour des choses qui ne sont même pas des actes, pour juste avoir... Enfin, il insiste beaucoup sur le côté fasciste Ouais, des totalement. États-Unis, quoi. Totalement. Et c'est ce qui fait aussi que le côté, tu parlais tout à l'heure du macartisme. Le macartisme a rendu Punishment Park possible. Ouais, voilà, c'est ça. Plausible. Ouais. C'est ça. Complètement. Et pour moi, c'est ça la grande force du film. Et oui, tu parlais aussi de l'argument d'autorité, le fait que c'est vrai que le film est in your face. Le film te dit pas qu'est-ce que t'en penses. Le film te dit regarde, oui. regarde, tente pas les yeux, regarde ce qui se passe, regarde. Tu te rends compte, il te orange mécanique un peu la gueule sur le Ouais, truc. c'est clair. Donc c'est un film qui a, mais j'allais dire qu'il n'y a pas trop de dehors. N'exagérons rien. Il y a quand même, il y a des, mais je trouve que tout est dans le film en fait. Une fois qu'on a dit, une fois qu'on a parlé du côté méta, du fait que les militants sont des vrais militants, les jurés sont des vrais jurés, etc. Le film te dit tout lui-même quoi. Totalement. Et on vous encourage une fois de plus à découvrir Peter Watkins et on Ouais, vous encourage c'est- à vous abonner à Drapeau Rouge, à mettre 5 étoiles et à Toujours. donner tout votre argent à nous. Et au prochain film de Peter Watkins. Oui, c'est ça. N'oubliez pas, si vous donnez à Drapeau Rouge. Puis je sais même pas pourquoi je fais cette blague, on n'a même pas de Tipeee ni de Ah non, on a Patreon. rien, c'est ça. Si vous vouliez nous donner de l'argent, vous ne pourriez même pas. Et puis pour l'instant. On n'a pas évidemment un assez grand public pour avoir des publicités non plus sur Spotify. On va pas se mentir. Donc vraiment, il n'y a rien du tout. Hein. Oh, au chat. Oh, oh. Mais voilà, merci de nous avoir écoutés. Nous étions Drapeau Rouge, nous étions avec ce bon vieux Tanguy Bosselli. Voilà, drapeau rouge pour Château Noir. B- Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai pensé à Château Noir depuis le début, mais. Ok, tu es libre. Ce sera coupé au montage. Tu peux recommencer. Cet épisode est ce podcast est une terre de création, de libre, de libre arbitre. C'est ça. de- Nous, Vous c'est- allez très libre vite comprendre pensée. pourquoi je ne serai plus invité. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler. Il n'y aura pas de film de patrimoine la semaine Non, prochaine. Ce deux sera actualités. 2 actualités. de sortie. Ce sera Alpha de Julia Ducournau et Valeurs sentimentales de Joachim Trier. 2 films qui ont marqué le Festival de Cannes à l'heure, chacun sa manière. Et ça va être marrant. Ça va être marrant. Ouais, je pense qu'on va bien s'éclater. Ah, il y aura des choses à dire, je pense. Oh oui. Oh oui. Oh. Allez. Gros bisous à tous et à toutes. À la semaine prochaine. Bisous, abonnez-vous à tout. Bisous, bisous. Abonnez-vous à tout. Abonnez-vous à tout. Franchement, abonnez-vous à tout. Surtout à Instagram de Patrick Sébastien. Ouais. Envoyez des Et DM. dites que vous venez de notre part quand même. Ouais, voilà. sinon- Dites à Patrick Sébastien de venir dans le podcast. L'adresse, Patrick. Voilà. Patrick Sébastien dans Drapeau Rouge pour parler de thèmes. Oui. Oh l'idée. Très bonne idée. Oh, ce que- Allez. On invitera Jean-François Balmer aussi qui nous parlera de sa carrière. De Boulevard du Palais. À Boulevard du Palais. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Allez, générique.